Quand on parle d'interaction avec l'être humain, la baleine boréale a été sans contredit la plus importante de toutes les espèces de baleines. Dans les grandes étendues de l'Arctique canadien, l'ours blanc symbolise depuis longtemps la fragilité de cet écosystème. Mais il n'est pas le seul. L'imposante baleine boréale, qui vit en partie sous les glaces, est tout aussi vulnérable. Tout comme l'ensemble des grands mammifères marins de la planète, les populations de baleines boréales ont subi pendant des siècles les assauts répétés des hommes. Il fut un temps où elles ont même failli disparaître. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, tu peux les entendre à 2 ou 3 km souffler. Alors ça, tout de suite, ça nous indique où est-ce qu'elles sont, et puis on se dirige là tranquillement. Ce qui m'attire le plus dans ça, moi, c'est... premièrement, je suis quelqu'un qui adore la nature. Hein? De venir dans des endroits comme ici, c'est pour moi presque paradisiaque. Aussi l'approche avec la baleine. Donc le contact avec l'animal, pour moi, ça m'éveille tous les sens. Depuis le début des années 2000, Bernard Leblanc fait partie d'une équipe de biologistes canadiens qui cherchent à mieux comprendre l'état de santé des populations de baleines boréales, leurs zones de répartition et leur mode de vie. Chaque printemps, il prépare une mission dans le Grand Nord afin de suivre celle qui est considérée comme l'une des plus grandes baleines à fanon au monde. De monter les équipements qu'on va utiliser pour soit prendre nos biopsies ou déployer nos balises. Ça me fait penser à, lorsque je suis sur le terrain, à toute l'excitation qui entoure justement le travail. L'adrénaline, on sait qu'on va chercher beaucoup d'adrénaline lorsqu'on déploie des balises. J'ai beaucoup de matériel scientifique que je dois vérifier si tout fonctionne bien, mais aussi beaucoup de matériel pour le camping, parce qu'on est là 2 semaines à faire du camping, donc ça me prend les sacs de couchage, les thermorès, les tentes, la cuisine, fait que c'est ça que je vérifie avant de partir. Cette année, Bernard se rend dans le détroit de Fury et Hecla, à l'extrémité nord du bassin de Fox, une région particulièrement prisée par les baleines boréales qui viennent s'y nourrir durant la saison estivale. L'endroit est aussi connu des Inuits comme étant une autoroute migratoire pour les baleines. Le but du marquage, c'est principalement de pouvoir suivre le déplacement des baleines. Hein. On obtient des localisations géographiques. On peut donc voir tout leur déplacement, le timing des migrations estivales et hivernales. Ça nous permet d'identifier des secteurs plus à risque au niveau des baleines.
Les scientifiques veulent connaître le nombre exact de populations de baleines boréales, aussi nommées baleines franches du Groenland, qui fréquentent les eaux arctiques de l'Est de l'Amérique. Depuis longtemps, faute d'informations suffisantes, les chiffres demeurent imprécis et sont parfois même inexistants. Entre les années 70 et 90, on a fait très peu de recherches sur la baleine boréale, parce que la communauté scientifique présumait, si je puis dire, qu'il n'y avait pas assez de spécimens pour les photographier, leur poser des balises et mener des études comportementales. De Winnipeg jusqu'au nord du Nunavut, Bernard doit parcourir plus de 4600 km avant d'arriver enfin à destination. C'est à Igloolik Point, sur l'île d'Igloolik, que le biologiste, accompagné de ses guides locaux, installe son campement pour les prochaines semaines. Il faut arriver alors que la glace est encore présente, alors qu'il y a encore la banquise est encore solide, parce que les baleines, elles, arrivent à cet endroit-là, ça fait une barrière physique, donc on a une plus grande concentration de baleines à ce moment-là, puis c'est ce qu'on recherche. Mais ça peut varier de 2 semaines, 3 semaines. You bring your kayak? Okay, that should be interesting. We're going to load it on you guys. Okay, so 12 o'clock, half an hour. Les chercheurs ont découvert que le mouvement des glaces durant l'été, ainsi que les eaux peu profondes et riches en plancton, attirent les baleines dans cette partie du globe. Les baleines boréales arrivent dans le bassin de Fox vers le début du mois de juin, mi-juin. Et puis elles attendent pendant un certain temps que la glace commence à s'ouvrir. Elles arrivent avec leurs jeunes. Hein. Ce qu'on retrouve ici, c'est principalement des mères avec leurs petits. On retrouve beaucoup de jeunes immatures aussi. Protégée par son habitat nordique, on aurait pu croire que la baleine boréale était à l'abri de l'homme, mais en vain. Après avoir chassé le gros cétacé dans la mer du Nord et le golfe de Gascogne, les baleiniers européens, à bord de grands voiliers, se déplacent vers l'Amérique du Nord au cours du XVIe siècle. À cette époque, des villes entières d'Europe sont éclairées par l'huile de baleine. Dès le XVIIIe et le XIXe siècle, c'est au tour des Américains de s'investir dans l'industrie baleinière le long des rives de l'Atlantique Nord, dans le détroit de Davis et dans la baie d'Hudson. Sur la côte est américaine, la ville de New Bedford au Massachusetts est reconnue mondialement comme la capitale de l'industrie baleinière jusque dans la première partie du XXe siècle. Quand on parle d'interaction avec l'être humain, la baleine boréale a été sans contredit la plus importante de toutes les espèces de baleines. C'est indéniable. À travers l'histoire, la baleine boréale était simplement désignée comme étant la baleine. Les baleiniers de la Nouvelle-Angleterre naviguaient jusqu'au bassin de Fox, au nord-ouest de la baie d'Hudson, pour la chasser. Mais la véritable chasse à la baleine boréale a commencé après la guerre de sécession, lorsque ce marché est devenu très lucratif, autant pour le gouvernement que pour l'industrie. La pêche à la baleine boréale qui se pratiquait dans l'Arctique occidental a fait vivre les baleiniers de la Nouvelle-Angleterre pendant plusieurs décennies, et puis elle a dû être abandonnée. Les dividendes économiques de la chasse à la baleine sont si importants que tout un pan de la côte est américaine ne vit que pour les grands cétacés et leurs produits dérivés.
L'huile de baleine sert entre autres pour la fabrication de savon ou de cosmétiques, de combustible à lampe, de cire à bougie et de lubrifiants pour la machinerie et l'armement. Sans compter les fanons, qui sont utilisés à toutes sortes de fins. Les fanons servaient à fabriquer beaucoup de choses. Des cerceaux pour les robes à crinoline, des montures de lunettes, des fouets de cocher, des baleines de corset, des ressorts à lames pour les automobiles. C'étaient des mâchoires qui valaient leur pesant d'or. C'était avant qu'on invente le plastique. Les fanons servaient à la fabrication de plusieurs objets qui sont maintenant faits en plastique. Ces artefacts témoignent de la chasse à la baleine que l'on pratiquait ici. On retrouve autant des objets de 1780 que de la dernière chasse de 1925. D'ailleurs, ce bateau a permis de rapporter les derniers barils d'huile de baleine à New Bedford. Pour rejoindre l'eau libre de glace, les guides inuits transportent les embarcations sur des traîneaux. Souvent, à partir du campement, ils doivent parcourir plus de 30 km en motoneige. Les difficultés principales qu'on retrouve justement quand on fait le marquage des baleines, on est très limité au niveau de la température ou de la météo. La météo, c'est ce qu'il y a de plus limitant. Depuis quelques décennies, des recherches et des observations sur le terrain ont permis de déterminer que les baleines boréales pouvaient vivre plus de 100 ans. Bernard Leblanc est maintenant arrivé à l'endroit où le bassin de Fox est séparé des glaces. Dans le cadre de ces expéditions, le biologiste dispose de deux instruments indispensables au marquage des baleines. Une grande perche, avec à son bout une balise émettant des signaux satellites, qu'il tentera de placer sur le dos de l'animal, ainsi qu'une arbalète pour prélever des échantillons de peau et de graisse. Try that boat, Levi. Premièrement, les balises télémétriques qui nous donnent, elles, beaucoup d'informations au niveau des déplacements de la baleine. Ensuite de ça, on a les biopsies. Les biopsies qui sont un échantillon de la peau qu'on prend. Ça nous prend absolument ça pour pouvoir déterminer le sexe de la baleine. Et puis, bon, avec ça aussi, on peut quand même identifier l'individu par son ADN. Et ça nous permet aussi, avec tous ces individus-là, de voir si on a affaire à une seule population dans l'est de l'Arctique ou si on a affaire à plus d'une population. Ce sont les conditions idéales parce premièrement, on n'a pas de vent du tout aujourd'hui. L'eau est très, très calme. On peut voir les baleines très, très loin. On les entend surtout. Bien souvent, on les entend avant de les voir. Depuis quelques décennies, des recherches et des observations sur le terrain ont permis de déterminer que les baleines boréales pouvaient vivre plus de 100 ans. En 2007, on a même retrouvé dans la graisse d'un spécimen chassé en Alaska un projectile breveté en 1879, ce qui a permis d'estimer que l'âge de cette baleine se situait entre 115 et 130 ans.
Si on en connaît très peu sur leur cycle de reproduction, les études confirment que les baleines boréales grandissent lentement et atteignent leur maturité sexuelle très tard, vers l'âge de 25 ans. On pense que la majeure partie des baleines s'accouplent à la surface de l'eau ou près de la surface. Les études faites en Alaska nous portent à croire qu'elles ont une gestation d'à peu près 1 an. À la naissance, les baleineaux mesurent environ 4 à 5 mètres et on croit qu'ils sont allaités jusqu'à l'âge d'1 an. À ma connaissance, ça n'a pas pu être démontré formellement, mais la communauté scientifique s'entend sur ce point. Quant aux femelles, on suppose qu'elles mettent bas tous les 3 ou 4 ans. Le travail sur le terrain effectué depuis une vingtaine d'années a permis d'en apprendre un peu plus sur le comportement des baleines boréales et sur leur mode de communication. Elles peuvent se déplacer sur de grandes distances sous la banquise grâce à leur ouïe et à leur système d'ultrasons très développé. Elles utilisent les réverbérations de leurs appels pour évaluer l'épaisseur des glaces. Ce qu'on observe d'intéressant ici, là, au niveau du comportement des baleines, c'est qu'on a présentement une barrière physique, hein, qui est la glace, la banquise. Et puis, on observe que les baleines se déplacent sous la glace pendant peut-être 20 minutes, une demi-heure. Donc, on a l'impression qu'elles vont tester un peu, voir s'il y a des ouvertures un peu plus loin dans la glace. Alors, essentiellement, tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est une adaptation de cette baleine-là. Elle a un crâne courbé, bow head. En fait, une mandibule supérieure courbée qui lui permet de briser la glace et d'aller respirer même quand elle est sous la glace. Puis elle peut briser jusqu'à 60 cm, ce qui est beaucoup. Il n'y a pas d'autres espèces de baleines qui puissent faire ça. Avec une taille moyenne de 15 mètres et un poids pouvant atteindre jusqu'à 90 000 kilos, la baleine boréale est l'un des plus imposants mammifères marins de la planète. Sa tête représente 30% de la longueur totale de son corps et sa couche de graisse de 50 cm la protège de son habitat polaire. La baleine, elle est tellement bien isolée qu'effectivement, ça lui permet de survivre dans les mers froides de l'Arctique, mais c'est aussi une prison pour elle. Si elle s'énerve trop, si elle s'agite trop, la baleine, elle n'est pas capable d'évacuer la chaleur qu'elle produit. Alors, même si elle est chassée, même si elle est poursuivie, elle reste à une vitesse de croisière très acceptable. C'est ce qui l'a fait d'ailleurs une proie si facile. La mécanisation de l'industrie baleinière et l'arrivée des bateaux à vapeur vont porter un coup dur aux populations de baleines de l'Arctique. L'augmentation du nombre de navires-usines permet de dépecer les cétacés à même les lieux les plus reculés.
C'est au 20e siècle qu'on a décimé l'espèce, ça ne fait aucun doute. C'est à ce moment-là que la mécanisation des flottes a permis l'abattage de centaines de milliers de bêtes. On estime qu'en l'espace d'un siècle, plus de 70 000 baleines ont été chassées seulement par les baleiniers de New Bedford. La chasse commerciale a décimé les populations de baleines en Arctique et à travers le monde. Si bien qu'à partir de 1931, plusieurs pays décident de mettre en place des mesures de protection. On peut voir qu'il s'est fait une brèche dans la glace qui fait plusieurs kilomètres. Ça, c'est probablement un passage que les baleines utilisent pour se diriger tranquillement vers le détroit de Fury et Éclat. De retour sur l'eau, Bernard et son équipe se dirigent vers les endroits où les mammifères accompagnés des baleineaux viennent s'alimenter. Dans le détroit, les baleines se déplacent constamment en quête des 1000 kilos de zooplancton dont elles ont besoin quotidiennement. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est à peine à la surface. On peut voir ses battements de queue. Elle doit être juste là à côté. Good. Perfect. Oh, perfect. They even have a little bit of fat even. Yeah? Yeah. Good shot. Yeah. C'est sûr qu'elle sente quelque chose. Il doit sûrement avoir une certaine douleur, comme une injection, mais tout au plus. Mais tu vois, celle-là, c'était quand même une jeune, parce que pour avoir du gras comme ça, normalement, les plus vieilles, la peau est vraiment très, très épaisse. Les plus jeunes est un peu moins épaisse. C'est pour ça que là, on peut avoir du gras. Puis ça, on peut faire des analyses un peu différentes avec ça. C'est ça l'intérêt pour nous. Cette information reste sur la baleine pendant toute sa vie. Les balises satellites de Bernard nous transmettent des informations pendant environ 1 an. Mais le message génétique, lui, reste en permanence sur l'animal et nous permet de le retrouver année après année, même s'il a changé d'endroit. C'est pour ça que les données génétiques sont si importantes. Elles nous permettent aussi d'étudier les liens entre les baleines. Et si, par exemple, une mère se trouve avec un bébé naissant ou un baleineau de 2 ans, ou s'ils sont accompagnés par une tante ou un oncle. On sait ainsi de quoi le groupe est composé dans un secteur donné. Nos études nous portent d'ailleurs à croire que certains groupes, selon leur composition, choisiront certains secteurs plutôt que d'autres. Qui a eu l'idée de s'attaquer ce mammifère marin-là à bord de kayak avec des moyens relativement réduits, là? Fallait avoir faim, fallait être convaincu. Lorsqu'il pose une balise, Bernard doit s'approcher le plus près possible. Seuls les cétacés de plus de 9 mètres recevront le dispositif, car celui-ci doit être fixé en profondeur, dans l'épaisse couche de graisse. Un choix s'impose pour trouver les bonnes candidates à ce marquage très particulier. Oh, Levi, there's two that are coming.
Good job! Better. Yeah! Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'autres baleines tout autour de nous, là. Il y en a une dizaine. Là, ils sont en train de socialiser même juste devant nous présentement. Oh yeah? Still breaching, yeah. Maybe too dangerous. En faisant du breaching, l'animal dépense beaucoup d'énergie. Il faut arriver à une certaine vitesse pour sortir complètement hors de l'eau. Oui, je pense que le breaching est une façon pour un animal de démontrer sa masse. Mais le jeu a une fonction chez les mammifères d'apprendre les comportements d'adultes, apprendre à les faire correctement. Et à un certain âge, ces comportements-là auront un sens plus particulier. Depuis le début de l'étude sur les baleines boréales en 2000, des inventaires aériens se font tous les 5 ans. En l'absence de chasse commerciale, les populations de baleines semblent augmenter peu à peu et leur statut est passé d'espèce en voie de disparition à celui de préoccupant. Les Inuits sont aux premières loges pour observer leur retour progressif. Chasseurs traditionnels, ils ont été pendant longtemps les grandes victimes de la surpêche industrielle. Maintenant, ils peuvent à nouveau s'adonner à leur activité de subsistance. Pour nous, c'est important de connaître, avoir une estimation de la population pour pouvoir octroyer un quota de pêche de la baleine boréale pour les Inuits du Nunavut. Parce qu'ils nous ont fait une demande dans les années 90 afin de recommencer la chasse à la baleine. Donc là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on gère l'espèce et puis on octroie un certain nombre de baleines qui peuvent être chassées à chaque année. Ça fait très longtemps qu'ils chassent la baleine boréale, les Inuits. D'ailleurs, on se demande comment est-ce qu'ils faisaient ça, là, réellement, là, concrètement. Là. Qui a eu l'idée de s'attaquer ce mammifère marin-là à bord de kayak avec des moyens relativement réduits, là? Fallait avoir faim, fallait être convaincu. La chasse à la baleine à des fins de subsistance a toujours fait partie du mode de vie des Inuits. Mais à la fin des années 1970, face au déclin des populations de baleines, le Canada interdit toute forme de chasse. 18 ans plus tard, les Inuits obtiennent que leur droit ancestral soit à nouveau reconnu. Les communautés du Nunavik se voient octroyer en 2008 un seul permis de chasse à la baleine boréale. Noah Anaatak est au cœur de l'événement. Son ami Robert Fréchette l'accompagne en tant que photographe. Au moment de commencer la chasse, j'étais très nerveux parce qu'il s'agit d'un animal tellement imposant. Peut-être que Robert était un peu tendu aussi, n'est-ce pas? Je ne l'étais pas un peu, j'étais pas mal nerveux. Ça, c'est le dernier moment de quiétude avant que la chasse commence, là. C'est vraiment ça. Je me souviens de l'entraîneur Semyoney qui disait « Voilà ce dont il faut se méfier, la queue.
C'est le mouvement le plus dangereux de la baleine, celui qu'elle fait avec sa queue. Quand elle plonge, la queue sort de l'eau. Regarde la grosseur du bateau, puis celle de la queue. Il faut vraiment rester loin. Quand on chasse la baleine boréale, ça nous amène très proche, très près à la baleine. Donc ça nous amène à notre histoire aussi. L'histoire de nos ancêtres qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on fait la chasse de la baleine boréale, quand on le mange, quand on le coupe, quand on le partage dans les communautés, quand on fait la musique et les danses autour de la célébration d'avoir eu une réussite, ça nous amène à nos ancêtres, ça nous amène à notre histoire, à connaître mieux notre identité aussi. Je repense à cette fois sur le retour. C'était un moment émouvant pour moi. Penser à mes grands-parents. Et combien ils seraient fiers s'ils étaient ici. Ça m'a ému. C'est un souvenir que nous n'oublierons jamais. Ça, c'est certain. Oui, la chasse à la baleine, ça a été une activité qui a défini les Inuits au début. Est-ce qu'ils font un réel retour vers ça qui va être durable? Je suis pas convaincu de ça. Mais tu sais, la vraie menace là, sur la survie de la baleine, c'est pas des Inuits qui vont faire un prélèvement d'une baleine qui va avoir un impact sur la survie de l'espèce. C'est nous, au sud, nos habitudes de consommation qui créent le réchauffement climatique, qui, ça, peut avoir un impact majeur sur toutes les baleines de l'Arctique. Depuis quelques années, la saison d'été arrive de plus en plus tôt. Le soleil de minuit et les températures en hausse accélèrent la fonte de la banquise. Les baleines s'aventurent plus loin dans le détroit et les hommes délaissent leur motoneige pour les bateaux. Ceux qui n'anticipent pas ces dérèglements climatiques se font tôt ou tard rattraper par le dégel rapide et le va-et-vient incessant des glaces. Quand on est arrivé il y a quelques jours, les conditions de glace étaient très différentes de ce qu'elles sont actuellement. On est allé déployer quelques tags et prendre des biopsies, je dirais peut-être une vingtaine de kilomètres d'ici à l'est. Et le lendemain, on est retourné, mais il y avait peut-être 2 ou 3 kilomètres de glace qui étaient partis à la dérive complètement. Donc, il se forme des cassures un peu partout dans la glace. Et puis, il faut garder un œil très attentif à ça, justement, pour ne pas se faire coincer. Les biopsies et le travail que fait Bernard, de concert avec le ministère Pêche et Océan, vont nous aider à déterminer si les populations de baleines du détroit de Davis et de la baie de Baffin sont identiques à celles du bassin de Fox et de la baie d'Hudson. Au début de l'été et durant leur lente migration vers le nord, les baleines se feraient des passages plus facilement dans les glaces, car l'accès au détroit est ouvert. Le bassin de Fox devient un lieu abrité qui protège les baleines et leur progéniture contre leur seul prédateur connu à ce jour, les polards. Nos recherches indiquent que les épaulards migrent du sud jusque dans l'Arctique pendant l'été, lorsqu'il y a moins de glace. Ils sont rapides,
Ils peuvent parcourir de grandes distances, encore plus que leur proie, et chasser sur d'immenses territoires à la recherche des baleines. Ils s'attaquent généralement aux proies les plus vulnérables. Les épaulards piègent leurs proies en eau libre où ils les attaquent. En général, ils s'en prennent aux jeunes baleines parce que celles-ci ne savent pas comment se défendre. Les mères vont aussi tenter de défendre leurs petits. Il y a donc une interaction entre le prédateur et sa proie, comme l'ont remarqué les Inuits dans leurs observations. Les épaulards ne sont pas aussi à l'aise que les baleines boréales dans les eaux glacées, car ils y sont moins bien adaptés. Les baleines boréales, au contraire, sont énormes et peuvent facilement briser des glaces d'une épaisseur d'1 mètre pour aller respirer à la surface. Elles sont habituées aux eaux glacées, où elles vivent à l'année et n'ont qu'une petite bosse. Et c'est dans ces eaux-là qu'elles sont le plus à l'abri des épaulards. Les preuves de la présence de l'épaulard dans l'Arctique s'accumulent. Depuis quelques années, la photo-identification a révélé sur les clichés de profondes entailles sur différentes parties du corps des baleines. Il nous faut d'abord mesurer l'impact de la prédation des épaulards sur les baleines boréales afin de déterminer si elle a un effet négatif sur la population. Les biopsies et le travail que fait Bernard, de concert avec le ministère Pêche et Océan, vont nous aider à déterminer si les populations de baleines du détroit de Davis et de la baie de Baffin sont identiques à celles du bassin de Fox et de la baie d'Hudson. Grâce aux balises et aux analyses génétiques, les chercheurs ont pu déterminer avec certitude que toutes les populations du détroit de Davis jusqu'au nord de l'île de Baffin ne forment en réalité qu'une seule population. Initialement, on pensait avoir affaire à une population ici, dans le sud, et une deuxième population dans cette partie-ci. On peut voir ici qu'elles ont passé par un détroit, qui est le détroit de Fury et Éclat. Et ça, c'est un détroit qui, normalement, est complètement congestionné de glace. On semble observer au cours des 15-20 dernières années que le passage est ouvert beaucoup plus fréquemment qu'il ne l'était avant. En dedans de 10-15 ans, avec tous les efforts qu'on a mis, on a vraiment une meilleure idée avec quoi on travaille présentement. Donc, on est certain qu'on travaille avec une seule population. Là, on est présentement à environ 2-3 km de l'île de Terne, qui est à peu près à 30 km à l'est de Igloolik. On arrive dans une zone où est-ce qu'on a une plus forte densité de glace, mais il semble y avoir la baleine boréale. You said you saw some more? Oh yeah, I saw some spray. Yeah. So they're probably following this, eh? They're going to be large to go. Maybe, eh? Fait que là, ce qu'on va faire, on va rester ici, puis on va espérer qu'il y ait d'autres baleines qui sortent de sous la glace par cet endroit-ci. Peut-être même essayer de les marquer avec des balises à partir de la glace.
On a eu un passage de baleines en continu. On a eu, une vingtaine de baleines. C'était une première pour moi. Je n'ai jamais vu autant de baleines aussi rapprochées et aussi nombreuses. Selon nos estimations actuelles, qui se basent sur différentes données, il y aurait entre 7 000 et 14 ou 15 000 baleines boréales, voire même davantage. Dans l'immédiat, l'espèce n'est pas menacée d'extinction, mais en raison de divers facteurs et de son histoire, il est impératif de poursuivre les observations, car sa survie suscite encore de l'inquiétude. L'accroissement du transport maritime dans l'Arctique et son impact sur l'environnement me préoccupent particulièrement. D'une part, cela cause beaucoup de bruit, et puis il y a des risques de collision mortelle entre les grands navires et les baleines. Il y a lieu de croire que cet accroissement du transport, combiné au changement climatique, ne manquera pas d'avoir un impact sur la baleine boréale. Jadis, les baleines boréales ont bien failli disparaître. Aujourd'hui, d'autres menaces les guettent. Leur retour est bien réel, mais il convient de rester vigilant afin que leur chant puisse résonner encore longtemps dans les eaux glaciales des mers du Nord. Les baleines boréales ont joué un rôle tellement important dans l'histoire et continuent d'en jouer un dans leur écosystème. Quand on les compare aux autres espèces vivant dans l'Arctique, elles sont celles qui ont joué le rôle le plus important d'un point de vue historique. Elles en ont toujours un aujourd'hui et continueront d'en avoir un dans le futur. Pour moi, l'histoire de l'Arctique est aussi celle des baleines boréales.